Population et peuple. Je vous propose de nous arrêter quelques minutes sur ces termes qui sont importants. En effet, les problématiques de culture générale sont souvent des problématiques qui ont trait à la vie collective, à la vie politique, dirait-on. Et là, on parlera davantage de peuple que de population. La population, c'est l'ensemble des personnes qui habitent de façon permanente sur un territoire. Et c'est donc, comme on vient de le voir dans le polycopié, un des éléments de définition de l'État en droit international public. Un bout de caillou sur lequel il n'y a aucune population, sur lequel il n'y a pas d'âme qui vive, ne peut pas être considéré comme un État. Le peuple, c'est autre chose. Le peuple, c'est à l'intérieur de la population la partie qui exerce des droits politiques. Le peuple, c'est l'ensemble des citoyens. Or, en France, par exemple, dans la population française, il y a des citoyens français et il y a le reste de la population qui n'a pas la qualité de citoyen, avec deux catégories. D'une part, les nationaux non citoyens, les petits Français jusqu'à 18 ans, ou les personnes déchues de leurs droits civiques. Ils ont la nationalité française, mais ils n'ont pas le statut juridique du citoyen. D'autre part, en tout cas pour les personnes déchues de leurs droits civiques, elles ont le statut de principe, mais elles n'ont pas la jouissance des droits attachés à ce statut. Et puis l'autre catégorie, je dirais surtout, ce sont les étrangers, les personnes qui font bien partie de la population française, mais qui ne sont pas des citoyens français. En culture générale, on ne peut pas prendre l'un pour l'autre. Le thème de la citoyenneté est un thème très important dans la plupart des dissertations de culture générale, puisqu'il implique à la fois une participation au pouvoir, la souveraineté, et en même temps, il implique un certain nombre d'obligations civiques, un comportement civique, et même l'obligation de faire profession de citoyen, c'est-à-dire de considérer l'intérêt général lorsqu'ils sont appelés à prendre des décisions qui concernent la vie publique, lorsqu'on est appelé à légiférer par le référendum, ou lorsque, c'est plus fréquent, on est appelé à choisir nos représentants à travers les élections, lorsqu'on est appelé aussi à débattre. Dans le débat public, nous devons considérer l'intérêt général. Nous ne devons pas nous comporter en personne privée, simplement, mais en citoyen. Voilà. Donc, le rapport, le comportement, les exigences vis-à-vis de l'État, qui sont celles attachées à la citoyenneté, font que nous ne sommes plus n'importe qui, un individu, une personne privée, mais nous sommes un citoyen et qui bénéficie de certains droits, mais qui a aussi un certain nombre d'obligations. Voilà. Et souvent, c'est assez central dans les sujets de culture générale. Souvent, dans le 2B, on rappelle que si la citoyenneté peut-être était vraiment vécue de manière plus conforme à ces principes, il y a un certain nombre de problèmes qui pourraient être réglés. Donc, il faut de la pédagogie, de l'information, de la prise de conscience, etc. Et donc, le citoyen, donc le peuple, ce n'est pas la même chose que la population en culture G. Donc, faites attention, n'oubliez pas ça. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, ça paraît presque synonyme, peuple et population, mais qu'à Athènes, les citoyens, c'est-à-dire le peuple athénien, représentaient 20% de la population. On excluait les enfants, les femmes, les métèques et les esclaves. Voilà, donc le peuple, c'était 20% de la population. Voilà, ne l'oubliez pas. Quelques petites réflexions sur cette notion peuple et population. D'abord, vous dire que, effectivement, il y a, c'est vrai, un petit effacement entre la notion de peuple et de population, dans la mesure où les droits fondamentaux sont reconnus aujourd'hui aussi aux étrangers. Voilà. La déclaration de 1789 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sauf qu'au sein de la déclaration, il n'y a pas vraiment deux chapitres. L'un portant sur les droits attachés à la condition humaine en général et l'autre
qui distinguerait plus spécifiquement des droits attachés aux citoyens, c'est-à-dire aux membres du peuple, au sens politique. On nous dit que c'est le droit de l'homme et du citoyen, on imagine bien que les droits ne sont pas exactement les mêmes, ne serait-ce que le droit de vote, hein, mais on ne nous dit pas, ou le droit de devenir fonctionnaire, ou le droit d'être élu, mais on ne nous dit pas exactement quels sont les droits de l'homme en général et les droits du citoyen en particulier. Et cette ambiguïté concerne encore les déclarations de droits fondamentaux contemporaines. Il n'y a qu'une déclaration qui fasse bien la différence entre les citoyens et les autres, c'est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est en préambule du traité de Lisbonne, l'actuel traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui distingue bien les droits des citoyens européens et, dans certaines hypothèses, les droits attachés aux personnes qui résident au sein de l'Union européenne sans avoir le droit de citoyen européen. Cela dit, il y a aussi des droits attachés à des personnes qui n'ont pas le droit de résider chez nous. Il ne faut pas l'oublier, des personnes qui sont en situation irrégulière ont quand même des droits fondamentaux, bien entendu. Voilà, donc il y a ce premier aspect sur les droits fondamentaux qui fait qu'il y a parfois la distinction claire qui pouvait exister à Athènes entre le peuple et le reste de la population, c'est un peu émoussé en termes de droits. D'autre part, la population a aussi un rapport avec l'État, hein, ne serait-ce qu'en tant qu'usager, en tant que contribuable. Un Allemand ou un Algérien qui habite en France est un usager du service public, a des attentes vis-à-vis du service public, vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de l'État-providence, vis-à-vis de la justice. Hein, même si la justice juge au nom du peuple français, elle juge aussi d'affaires impliquant des personnes de nationalité étrangère. Donc le fait de ne pas être citoyen n'empêche pas d'être un usager et un contribuable. Voilà, on ne participe pas à la décision et à la direction de l'action publique, puisqu'on n'est pas citoyen, mais en revanche, on subit, on consomme, on utilise, on bénéficie de l'action de l'État et des pouvoirs publics. Voilà, ça c'est une distinction qui est importante. Je vous rappelle cela parce qu'il y a eu ce fameux sujet, donc au concours de commissaire de police en 2015, la population doit-elle se reconnaître dans les représentants de l'État? Et non seulement il fallait se demander ce que recouvrait la notion de représentant de l'État, et sans doute qu'il y avait là une problématique entre deux types de représentants, les élus et les fonctionnaires, mais il fallait aussi rappeler que la population, ce n'est pas les citoyens, hein, et que les citoyens ont vis-à-vis des représentants de l'État, qui sont leurs représentants ou qui agissent en leur nom, un rapport qui n'est pas exactement le même que la population, d'une manière générique. Voilà. Je terminerai enfin avec l'actualité de peut-être cette distinction entre peuple et population. Si on a fait ce petit dégagement sur peuple et population, si je vous fais ce petit laïus, ce n'est pas juste pour jouer sur les mots. C'est qu'aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle le populisme, on voit bien qu'il y a parfois tendance au peuple à se comporter un peu comme simplement une population. Hein. Le peuple, ça suppose un certain nombre d'exigences. Être citoyen, ça suppose de participer à la vie publique en considérant l'intérêt général, en mettant de côté ses intérêts, ses passions, ses émotions, en faisant un effort de rationalité. Et ça suppose aussi de délibérer entre nous, d'essayer de dégager l'intérêt général d'un débat public centré sur la raison, ce qui suppose le respect des citoyens qui n'ont pas les mêmes convictions, la tolérance. Voilà ce que c'est qu'être citoyen. Or, peut-être que le populisme flatte autre chose. Les passions, l'émotion, les peurs, les sentiments, et non pas la raison, individuelle et non pas collectif. Peut-être que dès lors qu'on est centré sur l'émotion, on a des positions qui rendent difficile le débat rationnel avec d'autres citoyens pour rechercher l'intérêt général. On est beaucoup plus dans l'accusation, l'intolérance. Donc, ce qui fait la spécificité du citoyen, la spécificité du peuple en tant que corps politique est rabaissée
finalement, ou niée par la manière peut-être dont le discours populiste s'adresse à ces citoyens. On a l'impression qu'on les traite comme simplement la population. Voilà, donc réaffirmer la citoyenneté, l'appartenance au peuple en tant que corps politique et les exigences que cela appelle pour les citoyens, c'est bien distinguer le peuple simplement de la population, et peut-être que ce n'est pas ce à quoi le populisme contribue. Autre question, bien entendu, avec la citoyenneté européenne, l'Union européenne, vous verrez ça, il y aura un point sur la citoyenneté européenne dans la fiche sur l'Union européenne, avec la mondialisation, avec tout cela, que reste-t-il finalement de ce qui fait la spécificité du peuple des citoyens, du peuple souverain d'un État-nation par rapport simplement à la population ou aux populations. Voilà, là aussi, ce sont des problématiques intéressantes et il est vraiment, lorsqu'on s'intéresse à la culture générale dans la perspective d'un concours d'administration, vraiment essentiel de se rappeler que peuple, citoyenneté, ça renvoie à une fonction politique, à un corps politique. Ce n'est pas la même chose que la population, qui est une réalité démographique, sociale, qui peut être mobilisée sur certains sujets, mais qui, lorsqu'il est question du rapport à la souveraineté, au pouvoir politique, souvent doit être distinguée du peuple. Voilà, je n'ose pas mettre le peuple avec un P majuscule, mais vous l'entendez sans doute dans mes propos.